Bonne soirée. Profitez bien. Bon, c'est hyper agréable d'être sur un siège que genre bouge comme ça, mais c'est un peu compliqué pendant. Je pense que je vais beaucoup bouger le siège pendant toute la conférence. Donc voilà, pas grave. Oui, du coup, je vais parler pendant 30-40 minutes, dire ce que j'ai à peu près à dire, et après, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Même si vous avez des questions en plein cours, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, au pire, dites-le, lancez-moi des choses, faites quelque chose. Mais en tout cas, on est là pour, je sais pas, on va passer un bon moment, on va se prendre la tête. Bon, avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Mon travail de tous les jours, c'est réfléchir et de mettre en place des stratégies digitales sur Internet. Mes clients sont surtout dans le milieu culturel, la lampe des médias jusqu'au musée ou aux salles de concert. Je travaille avec MK2 comme avec la Cité de la Mode et du Design, comme j'ai pu travailler avec la Binel Zanzibar il n'y a pas longtemps, mais c'est des très très mauvais payeurs. Donc si vous voulez travailler un jour avec eux, ne travaillez pas avec eux, vraiment. C'est horrible. Alors, j'avais oublié que je commence par ce... Et ça, c'est mes amis arrivent toujours en retard. À côté de faire des stratégies digitales, je donne des cours d'éducation aux médias dans le 93, où le but principal est de développer à l'aide d'ateliers pratiques leur esprit critique autour des médias. En gros, je fais beaucoup de choses pour beaucoup de gens, et c'est, je crois, la France de Macron qui est là. C'est ça. Du coup, comme vous l'avez sûrement compris et espéré, durant toute la présentation, il y aura beaucoup d'images qui vont défiler. Je crois qu'il y en a à peu près 80, donc si vous faites le ratio sur genre 30 minutes, c'est qu'il y en a avoir beaucoup. Mais il faut que je prenne le rythme, j'ai pas encore le rythme de bien... Ouais, ok. C'est rare. Si je suis là, c'est pour vous parler d'un projet parallèle à mon travail, peut-être finalement celui qui me prend le moins de temps d'ailleurs. Je pense qu'il me prend à peu près 15 minutes par jour, pour être à peu près précis. Et donc ça a commencé le 25 décembre 2012, donc c'est pour ça que je mets une image juste là. Donc j'ai créé une page qui s'appelle Museum of Internet, qui est pour ça qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des gens avant cette conférence qui aimaient déjà Museum of Internet ou pas. Oui. C'est déjà ça. Merci. Merci Thomas. Ce que je vais vous exposer aujourd'hui, du coup, c'est une histoire orale de Museum of Internet, comme on a le temps et ma relation avec les mêmes. Donc tout va pas être très référencé, mais au moins ce sera du vécu, et voilà, on peut pas tout avoir. Et je vais pas vous parler de Walter Benjamin s'il n'y a pas de raison de parler de Walter Benjamin, quoi. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Museum of Internet, c'est très simple. C'est une page Facebook qui est un projet web que j'ai créé avec Émilie Gervais, qui additionne presque 800 000 followers à travers 100 pays différents, pour à peu près 9000 images publiées depuis à ce jour. L'idée derrière cette page est de montrer toutes les images, même GIF et toutes formes visuelles qui font qu'Internet est un endroit incroyable. Comme on a du temps aujourd'hui, je vais pouvoir rentrer un peu en détail sur la création de la page. Du coup, j'ai du mal à lire. Du coup, on va faire un retour en arrière en 2009. J'étais assez jeune, insouciant. Et à l'époque, je m'intéresse de plus en plus à ce qui s'appelle le post-internet, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, parce qu'on n'aurait pas été aussi prétentieux d'appeler un truc genre post quelque chose, surtout, enfin, une sorte de dénomination qui arrive toujours un peu après. Et je pense que c'est bien d'expliquer aussi ce que c'est le post-internet, parce qu'on entend souvent ce mot et ça veut plus dire grand-chose, je pense. Pour moi, le post-internet, c'est construit en réaction au netard des années 90, qui est, pour simplifier les choses, des sites flash et des gifs pixelisés. Le mot ne désigne pas le temps d'après Internet, mais celui d'avec Internet. Que ce soit via les réseaux sociaux, les smartphones, les montres connectées, les frigos connectés, les micro-ondes connectés, les aspirateurs connectés, les robots connectés, le tout connecté, il est de plus en plus difficile de tracer une ligne claire entre ce qui est online ou offline, entre URL, Unreal Life, et IRL, In Real Life. Internet, c'est l'esprit de notre temps, c'est notre univers à tous, et ce n'est plus un objet de découverte. Du coup, l'art post-Internet part du principe que l'art digital n'a plus de raison d'être, puisqu'il n'est plus possible de distinguer ce qui serait digital ou non. Et donc, dans ce cas, il peut prendre des formes très différentes, allant d'un site internet à un mème en passant par une vidéo à une installation physique. L'art internet peut donc enfin sortir de l'ordinateur. Ce qui m'interpelle avec le post-internet, la première fois que je le matérialise, c'est que je me dis, ok, j'en mets enfin un courant artistique, entre guillemets artistique, qui prend essence dans ce que je pratique tous les jours, pendant des heures, c'est-à-dire internet. Je pense que ça va être la présentation ici, dans cette salle, où je vais dire le plus le mot internet. C'est genre j'aurais dû faire un test.
je vous ferai un petit récap. Euh, Vers ces années-là, il y a une vingtaine d'artistes qui se démarquent vachement, avec tous en commun de se réapproprier les codes de la culture Internet. Tout d'abord, il y a John Raffman, dont vous avez tous vu des œuvres, peut-être même sans le savoir, avec son projet Nine Eyes, qui a récupéré sur Google Maps les images les plus incroyables, prises par accident par les voitures Google. Ah non, c'est pas ça, c'est ça. J'ai un problème, c'est là. Voilà. Faut bien que je le. Voilà. Donc ça, c'est John Raffman, et c'est ça. Je pense que vous avez tous un. Donc, du coup, c'est vraiment des photos prises sur Google Maps. Euh, les Nine Eyes, c'est les 9 caméras sur les voitures, ou du coup les chameaux Google, qui sont utilisés pour cartographier la ville. Mais c'est vrai ça, hein, c'est pas une blague. C'est genre vraiment, il y a genre vraiment un chameau qui a cartographié le désert. Donc, il y a aussi enfin, je vous conseille aussi d'aller faire des recherches sur des gens qui partent en randonnée avec le truc sur son dos, c'est hyper amusant. On peut aussi, c'était Touch My Body, Green Screen, une œuvre d'Olivier Laric qui a détouré les contours de Maria Carré sur un fond vert dans son clip, du coup Touch My Body, afin que les internautes puissent s'en amuser, le remixer et la changer de place. J'aimerais bien qu'on mette un. Enfin, du coup, j'ai un extrait là. Enfin, c'est pas un extrait, c'est même la vidéo entière. Et comme ça nous prend 4 minutes. Ça prend 15 minutes. Et c'est assez drôle. Et on a un peu de temps et on écoute de la musique.
Ok, donc du coup, ça c'était. Voilà, voilà, ça faisait partie des artistes qui m'intéressaient à l'époque. Il y a aussi à cette époque une autre artiste qui s'appelle Petra Kortreit, qui postait des vidéos d'elle sur YouTube. Des vidéos un peu surréelles, reprenant l'iconographie de l'autoportrait sur internet. Donc du coup, vraiment des photos faites avec son Mac. Mais l'œuvre ne se passait pas vraiment dans la vidéo elle-même, mais plus sur les tags qu'elle ajoutait à la vidéo YouTube. C'est-à-dire qu'elle taguait des mots comme sexe, porn, Paris Hilton, ESPN, permettant ainsi de récupérer du trafic vers ses vidéos en trompant les algorithmes de recherche et en détournant ainsi le système. L'artiste utilisait ensuite le nombre de vues sur la vidéo pour calculer le prix de celle-ci. Donc plus la vidéo devenait virale, plus le prix de l'œuvre augmentait. Ces trois exemples montrent bien que chacune de ces œuvres, malgré leur simplicité apparente, tente d'alerter sur la manière dont nous vivons Internet. À l'époque, quand les médias parlent d'Internet, c'était pour saluer des réussites business des entreprises. Tout était à propos de l'argent et très peu à propos de l'expérience sociale que les internautes pouvaient vivre. Ce qui était bien avec ces artistes, c'est qu'ils avaient une manière bien à eux de critiquer tout en éduquant de manière, pour moi du moins, extrêmement juste sur les risques de la Silicon Valley, les algorithmes et Internet. L'esthétique dominante venait de 4chan et sur des chatrooms privés comme Dumb.fm ou des surf clubs. Le web vivait avec plus d'hyperliens. Nous n'étions pas bloqués par les plateformes comme nous le sommes maintenant, avec Facebook, Google ou Snapchat. J'aurais dû faire une pause pour qu'on... Chose importante aussi, les algorithmes de suggestion n'étaient pas aussi présents dans nos vies et ne nous suggéraient pas sans cesse du contenu. Nous avions besoin d'aller chercher le contenu par nous-mêmes. À l'époque, c'était beaucoup plus simple de plonger dans les abysses d'Internet. En dehors d'Internet, cette scène artistique était avant tout à New York. On pouvait voir des expos sur le sujet... Ça, c'est encore des gens que je connais. En dehors d'Internet, cette scène artistique était avant tout à New York. On pouvait voir des expositions sur le sujet, des galeries présentaient des œuvres et des associations comme Ryzone supportaient les artistes. Mais à Paris, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, voire même rien du tout. Enfin, il y avait certaines initiatives qui pouvaient s'en approcher, mais qui n'allaient, je trouve, pas assez dans le fond des choses, ou parfois justement trop, mais qui n'avaient pas juste milieu. Enfin, c'est hyper conflictuel, hein, vraiment. Du coup, il y a une idée, je me suis mis en tête de faire une exposition IRL. Du coup, une real live, s'il y a des gens qui suivent dans cette... Vouloir faire une exposition dans ce style répondait aussi à une frustration qui est que l'art numérique est très mal représenté en France. Nous voulons toujours, même maintenant, rendre le numérique toujours très ou même trop didactique. Comme si nous ne pouvions pas comprendre par nous-mêmes, ce qui a pour véritable incidence de dénaturer les œuvres, parce qu'on les voit plus comme des gadgets que comme une vraie pensée. Du coup, fasciné par un concept venu d'Allemagne qui s'appelait B.O.B, Bring Your Own Binner, le concept était simple. Tu es un artiste, tu as quelque chose à présenter, présente-le avec ton projecteur sur les murs d'un espace, créant ainsi un lieu qui discute et qui se parle sur les murs à travers les œuvres des différents artistes. J'ai décidé avec un collectif de refaire un événement similaire à Paris, qui s'appelait USB Show. Nous voulions montrer ce que nous voyons à travers Internet. Du coup, nous l'avons présenté de manière brute et avec un peu de sérendipité, comme on trouve de manière générale sur Internet. En plus des projections, nous proposions la vente d'une clé USB sur les œuvres, avec les œuvres présentées pour pouvoir toujours les consulter, même chez soi, mais je pense que personne ne l'a fait. Du moins, je l'espère, parce que voir ça chez soi... Enfin, je n'ai pas envie de regarder ça, quoi. Même moi, quoi. Je pense que j'ai jamais regardé après. Bon, en tout cas, une chose était sûre, c'est qu'il n'y avait vraiment aucune médiation culturelle, donc ce serait bien d'être assez sympa avec moi, parce que enfin, à l'époque, j'étais pas vraiment pour ça. Du coup, je pense que ça peut vous révolter un peu si vous êtes à l'école du Louvre et tout, vous connaissez l'art, faut en parler, médiation culturelle, tout ça. Moi, je m'en foutais. Hein. Du coup, après cette première expérience, le constat était assez cinglant. À partir du moment où tu étiquetais ces œuvres comme de l'art, la plupart des visiteurs ou mes amis n'arrivaient plus à faire la part des choses. Et soit passaient trop de temps à essayer de comprendre, soit disaient la phrase classique de l'art contemporain, « Moi aussi, je peux le faire. » C'est vrai qu'en soi, moi aussi, ça, je peux le faire. Il y a des gens qui peuvent le faire, ça? Ouais, je pense qu'il y en a. Du coup, l'impasse était totale. Faire des événements, ça ne marchait pas parce que le public ne comprenait pas encore tous les contours d'Internet. Et je n'avais pas forcément les armes pour aller expliquer. Et je n'avais pas non plus le recul pour venir vous voir. Parce qu'à l'époque, voilà, moi, je n'étais pas invité ici. Quoi, tu vois. J'aurais été invité, je vous en aurais parlé, on aurait fait un truc ensemble. On serait allé voir, je sais pas, un peu de coca. Faire un Tumblr ne me permettait pas de faire plus connaître la cause parce que ça touchait les mêmes communautés qui étaient à peu près ciblées. Et bien en même temps, il y avait de plus en plus de contenu que je voulais partager. C'est là que m'arrivait
cette idée très simple qui arrivait du coup le 25 décembre 2012 à Séville. C'est vrai en plus, c'est pas une blague. Je suis allé manger au Burger King le 25 décembre 2012 et je suis rentré chez moi et je me suis dit genre il faut que je crée une page Facebook. Le web du coup crée une esthétique qu'il fallait référencer allant des images faites à l'iPhone aux screenshots en passant bien sûr par les mêmes et donc du coup par Drake. Et il n'y avait aucun endroit pour les archiver. Archiver toutes les images sur Facebook, c'était une manière de donner la possibilité aux internautes de trouver plus facilement des images qu'ils aiment. Nous avions la volonté de toucher le plus grand nombre d'internautes possible, c'est donc pour ça que nous sommes allés sur Facebook. Parce que pour créer une communauté sur Internet, il faut aller là où se trouvent les internautes. Donc Facebook était l'endroit parfait. À l'époque, il y avait du coup vraiment très peu de pages Facebook qui référençaient des mèmes, et encore moins les pages comme Fuck Jerry ou Fat Joey sur Instagram. Une chose amusante, c'est que Museum of Internet sur Facebook est exactement au même niveau que les musées comme le Louvre, qui est à côté, ou le Tate, qui ont aussi des pages sur Facebook. Nous fonctionnons de la même manière, puisque nous partageons des images d'œuvres appartenant à notre institution, c'est-à-dire Internet. Ouais. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à voir cette... C'est vrai que je vois l'écran. Du coup, je peux pas rigoler avec vous. Les images que nous présentons peuvent provenir de n'importe où. Ça peut être des œuvres d'art comme des photos amateurs. Nous essayons, un peu sans le vouloir, de questionner le visiteur à travers la page. La mise en scène de la page permet définitivement au visiteur de développer une autre approche. C'est quelque chose d'intrinsèque à la plupart des musées. Si vous voyez un dessin sur une bouteille de lait, vous pourriez ne pas penser que c'est de l'art, mais si vous voyez cette même bouteille de lait dans un musée, vous aurez une perception différente. Petite histoire à ce sujet. Petite histoire. J'étais au Tate Modern, il y a à peu près 2-3 semaines, à Londres. Et une des salles au sous-sol était totalement vide. Un panneau à l'entrée assez discret s'excusait du fait que l'exposition commençait début décembre. Mais il se trouve que dans cette salle, j'ai vu des visiteurs interagir avec l'espace comme dans nul autre espace du Tate, se prenant en photo en courant un peu partout, en étant persuadés de faire partie d'une œuvre, alors que c'était uniquement une salle vide. Du coup, je me dis qu'il y a vraiment quelque chose, quoi. Bref. Ah, ça, elle est drôle. On peut pas attendre. Bref, un musée, c'est un lieu où l'on conserve, où l'on présente. C'est pareil pour Museum of Internet. Quand on regardera les images de cette page dans 30 ans, j'espère qu'on aura une vision assez juste du monde à cette période. Aujourd'hui, une grande part de l'information passe par l'ironie. L'imaginaire collectif se fait autour des mèmes et des blagues rapides. Pour un exemple très concret, on ne se souvient plus de la couverture du Monde quand il y a une actualité importante, mais on se souvient du mème qui l'accompagne. On se souvient de l'inauguration de Trump en tant que président par cette image. Du coup, c'était la comparaison de Obama et Trump à leur inauguration qui a fait le tour d'Internet. Et on ne se souvient pas de la couverture du Monde que j'ai même pas réussi à trouver alors que je connais quand même bien Internet. Juste, et c'est bien de le préciser, nous n'avons jamais fait d'argent avec la page. Nous n'avons jamais posté d'articles sponsorisés alors que nous avons des opportunités de le faire toutes les semaines. Mais pour moi, c'est pas le rôle de la page. Nous voulons assembler une communauté de gens qui aiment Internet et qui veulent passer un bon moment sur notre page. Du coup, l'idée de vendre quelque chose ne marche pas vraiment. Si vous voulez conceptualiser comment faire une communauté comme Museum of Internet, c'est assez simple. C'est un dossier, c'est celui-ci du coup. Donc c'est sûrement un ordinateur qui est là. Et où il doit avoir, je sais pas, il doit avoir, je pense, facilement 20 000 images. Et ça fait pas énormément de gigas, hein, mais c'est quand même pas mal. Ce qui est drôle avec ce dossier, c'est qu'il peut parfois faire de grandes choses. Peut-être tous les mois, je poste une image sur Museum, une que personne n'a publiée depuis longtemps. J'attends un peu et quand je reviens sur mon internet, je vois l'image utilisée partout. Du Mexique, en Russie, jusqu'en Corée. Et parfois même un ami me l'envoie sur Messenger en me faisant une blague dessus. Sans savoir que c'est moi qui l'ai publié en premier. Enfin, je le dis pas, hein, quand même, mais je peux être aussi arrogant. Du coup, on peut faire un grand tour du monde et toucher des millions et des millions de personnes avec différentes sensibilités en postant juste une image. Et ça, c'est beau, hein. C'est beau. C'est très beau. Ah, du coup, maintenant, une question. Ah ouais, une question, déjà une question. Je la pose parce que vous allez me la poser, donc du coup, je me permets d'y répondre. Du coup, après avoir replacé Internet, intéressons-nous maintenant à la forme dominante des images sur Internet, c'est-à-dire les mèmes. Et du coup, cette question, qu'est-ce qu'un mème ? J'ai déjà pas mal évoqué ce mot, mais on peut aller encore plus loin. Pour tout vous dire, on n'est vraiment même pas à 40%, je pense, là, de la conférence. Donc, vraiment, on va aller plus loin. Donc, on va se motiver, on va y aller. Et pour que tout le monde dans cette salle ait la même définition, commençons par l'étymologie du mot. Le mot mème a été proposé pour la première fois par Richard Dawkins dans Le Gène égoïste en 1976, une déformation du terme mimesis, imitation en grec ancien, par analogie avec le mot gène. Il représente le même
parallèlement à la génétique. De même que les gènes sont transmis de génération en génération, de même certains phénomènes culturels sont transmis, initiés et transformés socialement. Le terme a ensuite été repris par les internautes et popularisé. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est Wikipédia. Selon sa définition la plus large, le mème est donc une idée, un comportement ou un style qui se propage d'une personne à l'autre à l'intérieur d'une culture. Il est inutile de dire que le phénomène n'a pas attendu Internet pour exister. Dans sa forme la plus sommaire, un mème Internet est une idée, un concept simple propagé à travers le web. Cette idée peut prendre plusieurs formes, que ce soit via une image, une vidéo, un site Internet, un hashtag, une phrase ou même tout simplement d'un mot. Les mèmes sont ensuite propagés à l'infini par le biais de multiples réseaux. Les mèmes sont l'équivalent visuel des banalités que nous échangeons tout le long de la journée avec nos amis. Le « il fait beau aujourd'hui » c'est du coup muté en mème. Comme des petites discussions, ils sont un moyen de maintenir une communauté soudée. Regardez les commentaires sous un mème. 75% des internautes qui taguent leurs amis, 75% des commentaires sous un mème, c'est juste des gens qui taguent leurs amis sur le mème. Dans ce cas-là, votre inconscient utilise les mèmes comme un moyen d'étiqueter individuellement les personnes que vous connaissez, de sorte que plus une personne partage des mèmes qui vous plaisent, plus votre cerveau pense à cette personne, et plus vous vous sentez du coup proche d'elle. Ce qui crée cette fonction magique que nous ne sommes pas seulement en train de rire, mais nous rions ensemble. Et ouais. C'est beau, hein? Les mèmes permettent de mettre en valeur des idées sociopolitiques complexes. Ils peuvent être subversifs et peuvent même réagir contre la culture même dominante et devenir ainsi très méta. C'est d'ailleurs un de mes styles de mèmes préférés. Les mèmes sont intégrés dans presque tous les aspects d'Internet. Ils sont non seulement l'imagerie d'Internet, mais aussi du coup la manière dont les gens parlent et se comportent en ligne. Ils sont pour moi un commentaire sur notre temps, dans certains cas de véritables piliers à la compréhension d'événements majeurs. À l'ère des réseaux sociaux, une photo de Larry David en train de regarder un match de NBA permet d'en dire plus de 1000 mots et surtout en un coup d'œil. J'ai une grande fascination pour Seinfeld, donc si vous connaissez pas Seinfeld et si vous connaissez encore moins Larry David, c'est pas très drôle comme là en fait. Mais du coup Larry David c'est le mec tout au fond. Il est pas très content. Les mèmes sont devenus la porte d'entrée vers la nouvelle pop culture où tout le monde... Les mèmes sont devenus la porte d'entrée vers la nouvelle pop culture où tout le monde a sa place et peut donc participer, et non uniquement les médias mainstream comme c'était le cas avant. Maintenant, nous travaillons à nous faire connaître à travers le prisme d'une seule communauté, ce qui permet à chaque membre d'une communauté de se faire une place en introduisant ou en modifiant des mèmes pour se faire reconnaître. Ce qui induit donc implicitement une compétition créative pour se faire remarquer, comme c'est le cas là. Aussi ridicule que cela puisse paraître, les mèmes sont la langue d'Internet. C'est un nouveau langage qui peut s'exprimer à travers tout type de support. Les GIFs et les tweets sont une nouvelle forme de communication de masse. C'est une langue universelle, peut-être une langue dans la lignée de la tour de Babel, une langue qui est comprise par tous. Donc là, c'est le moment où... Dès là, on passe à un petit test. On est à peu près où? On en est où? Je vote votre réponse, moi je parle plus. On en est où là? 9? On a combien? Entre combien? Si on est entre 7 et 10, je continue, sinon j'arrête. Du coup, deuxième question. Ouais, encore une autre question. Je suis sûr, du coup, dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui se sont demandé qu'est-ce qui fait un bon mème et comment réaliser le meilleur mème de tous les temps. Il n'y a clairement pas de règle, mais je peux vous donner les clés comme, du coup, DJ Khaled, quoi. Avant tout, les éléments d'identification jumelés à l'humour sont des facteurs essentiels à la réussite d'un mème. Pour la forme, vous n'avez pas trop à y penser. Les mèmes peuvent être recadrés, pixelisés, re-signés avec une nouvelle légende encore et encore et être meilleurs que l'original. D'une certaine manière, c'est comme créer une œuvre qui peut évoluer. Et les mèmes, c'est comme la culture, c'est remixer le contenu, emprunter et accéder à des nouvelles idées et lui donner un nouveau sens pour faire quelque chose de nouveau. Le choix d'un mème partagé par une grosse page Facebook ou Instagram, que ce soit Museum of Internet, Fuck Jubish, Fuck Jerry et toutes les pages que vous pouvez suivre qui sont très importantes, est totalement aléatoire, est totalement, vraiment aléatoire. Je pense même souvent que le contenu nous trouve. Tout est fait à l'aide de la sérendipité, donc après les œuvres elles suivent un sélection naturelle, hein, c'est comme tout quoi. Prenons maintenant un exemple très concret, pour mettre en pratique les points de vue plus hauts. Celui-ci du coup. Le distract boyfriend, comme on l'appelle dans le métier.
Tout le monde l'a déjà vu des dizaines de fois. C'est sûrement celui qui a le plus tourné en 2017. D'après Neuer Meme, l'encyclopédie des mèmes, du coup, la première apparition de cette image a été via cette photo sur Instagram, postée le 24 février 2017. Bah, ça marche déjà. Hein. Ok. C'est bien. L'image est bien en soi, mais elle n'a rien de mémorable. Mais le 19 août 2017, un tweet fait son apparition. Celui-ci. C'est tout de suite un énorme succès, avec plus de 35 000 retweets et 100 000 j'aime. Comme le format est cette fois-ci plus clair et permet surtout le remix, tu peux interchanger et libeller différemment les personnages de l'image. Voici donc que des nuages de ce même s'abattent sur Internet. Donc il y a celui-ci. Il y a celui-ci. C'est compliqué, celui-ci. Le concept de ce mème est super simple. Empruntant un vieux format de superposition de description sur les photos pour raconter rapidement et efficacement une histoire, le format a été populaire sur Tumblr et Reddit pendant des années, ce qui explique probablement pourquoi le mème a explosé instantanément sur les deux plateformes, et même obtenu des métamèmes, comme on l'a vu, comme celui-ci, quoi. La beauté de ce mème, comme d'autres samples, c'est sa simplicité, signifiant qu'il peut être sur n'importe quoi ou dans n'importe quel contexte. C'est surtout qu'il peut être repris, et surtout qu'il peut être repris par n'importe qui. En plus de ça, bien que le mème ait commencé avec une seule photo, l'avantage de venir d'une banque d'images, c'est que souvent le photographe crée une série de photos sur un mème utilisant les mêmes modèles. Du coup, voilà. Du coup, Internet est un endroit merveilleux et a détouré très vite toutes les photos de la série originale. Très vite, du coup, des nouveaux mèmes sont apparus avec ce trio glamoureux, mais avec de niveaux de disposition racontant une nouvelle histoire, et créant ainsi la plus grande histoire d'amour jamais vécue, je crois. C'est l'exemple parfait d'une success story d'un mème, mais comme vous voyez, tout est très spontané et rien n'est calculé. Du coup, j'ai posé une première question, du coup je peux répondre maintenant et je peux avoir une conclusion sur comment faire le meilleur mème. C'est en citant DJ Khaled, encore une fois. Et en traduisant cette phrase de The key is to make it. Vraiment, je pense que la clé du succès, c'est de le faire. Et si on ne le fait pas, il n'y a aucune chance que ça marche. Parfois, un peu de problème. Ok, allez, on y va. Parfois, pour rigoler, j'ose me nommer meme curator. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire, faire de la curation de mèmes, hein, Jamy? Les images que nous proposons sur Museum of Internet peuvent venir n'importe où. Personnellement, j'aime beaucoup VK, le Facebook russe. Mais les images peuvent venir d'un article de presse, d'un Tumblr, de Facebook, d'un ami, d'une fille que je suis en train de stalker. Ouais. Vraiment de partout. Sur Internet, il faut être curieux. Très souvent, par exemple, je recherche des trucs de manière hyper aléatoire sur le Amazon chinois. On peut du coup tomber sur des dinosaures en taille réelle. Okay. Et tu vois. Pour des parcs d'attractions, vraiment, on peut acheter des. Ça coûte vraiment pas très cher. Du coup, si vous voulez vous en acheter, faire un petit investissement comme ça en Chine. Des usines chinoises de sextoys, j'adore regarder ça, c'est hyper passionnant. Du coup, c'est vraiment, les sextoys sont vraiment faits comme ça. Hein. C'est pas genre. Hein. On peut regarder toutes les usines et tout. Ou encore des faux crocodiles Lacoste. Le tout est servi avec une imagerie incroyable. Et les packshots, c'est vraiment les choses les plus loufoques qu'on peut voir sur Internet. Du coup, je vous ai fait une petite sélection là-dessus. Et ça, c'est incroyable. Non ? Ma seule conclusion, du coup, sur Internet, c'est de cliquer sur n'importe quoi. Et vraiment, tu peux finir par trouver des choses exceptionnelles. Donc, comme ça. Du coup, Internet me fait souvent divaguer. C'est pas vraiment le thème de la journée de parler de ce qui se passe sur Alibaba. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas la contrainte de poster le dernier mème à la mode qui va s'essouffler en 3 heures sur Museum, parce que justement, nous sommes un musée. Nous faisons rentrer des œuvres quand elles deviennent intemporelles. Notre consommation digitale est tellement importante que nous... Il faudrait que je fasse une pause à chaque fois que je poste une image.
Notre consommation digitale est tellement importante qu'on va pas se mentir, on a de moins en moins d'attention. Et sur notre feed Facebook, encore moins. Donc, si tu ne comprends pas une image en moins de 3 secondes, elle ne sera pas partagée sur les réseaux. Pouloulou? J'ai compris? Personne n'a compris? Je laisse un débat. Internet permet de zapper à l'infini sans que tu t'en aperçoives. D'ailleurs, on est de plus en plus passif face à son feed. Tu attends que le contenu vienne à toi et tu ne vas pas le chercher. Tu es en somme devant ta télé. Être sur Facebook, ça veut dire être confronté aux limites de la plateforme. C'est pour ça que notre seule vraie contrainte vient direct de Facebook, où tout est très limité, donc pas de nu, pas de violence. Je pense que ça vaut le coup de s'arrêter un peu sur ce que ça veut dire le fait d'être limité par l'algorithme de Facebook. En chiffres, Facebook, c'est presque 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde. Jamais un réseau avait permis de trouver autant de gens au même endroit, créant ainsi une énorme diversité dans ses usages. Mais derrière cette diversité se cache une réalité que peu de gens réalisent en l'utilisant. C'est que Facebook est définitivement ancré dans une culture américaine. Facebook est un copier-coller de la pensée dominante américaine et de la démocratie, avec tout ce que ça comporte et avec cette idée un peu phare qu'ils doivent conduire vers une société idéale. C'est pour ça qu'on retrouve très souvent comme phrase « notre mission » dans les textes accompagnant les lancements d'un produit venant de la Silicon Valley. Facebook nous impose une pensée et sa vision du monde, et bien sûr du coup de censurer ce qu'elle veut censurer. Il nous impose la vision américaine de ce qui est acceptable ou pas. Facebook est du coup d'une rigidité absolue pour tout ce qui concerne la nudité ou la sexualité. Leur esprit prude et conservateur ne l'accepte absolument pas. Elle lance du coup à travers son réseau ces robots munis d'intelligence artificielle qui suppriment toutes les images comprenant un peu de nudité sans comprendre les degrés de vulgarité ou de sexualité de ces images. Un exemple qui exprime parfaitement cette censure, c'est l'exemple de L'origine du monde, de Gustave Courbet, que Facebook n'est pas capable d'assimiler comme de l'art, et donc se permet de supprimer le contenu de toutes les pages la publiant, mais supprime également certains comptes d'utilisateurs après avoir commis le crime de la poster. La réponse de Facebook est assez cinglante sur ce sujet, et se justifie en expliquant que le site doit demeurer un lieu virtuel sûr à visiter, y compris pour les nombreux enfants qui l'utilisent. Ouais. Pauvres enfants. Cette pensée américaine a un impact réel sur ce qu'on poste et sur l'iconographie d'Internet, qu'on valide ou non pour le futur. Je ne parle pas ici uniquement de muséums, mais tout ce qui forme Internet. Enfin, pour vous, je me doute que ça va être un peu dystopique de penser que c'est un robot qui modifie et qui choisit ce qui est acceptable de voir ou ce qui ne l'est pas. C'est pour ça qu'il faut l'avoir en tête, je pense. Enfin, c'est toujours bien. Enfin, moi, c'est pour ça que je l'ai dit là, sinon je l'aurais pas en fait dit. C'est pour ça que, ouais, parce que c'est pas ça. On n'en a pas forcément conscience. Une chose importante à propos de muséums. Une chose importante à propos de muséums Internet que je n'ai pas dit, c'est qu'on ne poste pas de commentaires avec les images. Nous ne voulons pas influencer la manière dont les internautes peuvent comprendre ou non les images. Ça permet à l'internaute de se faire son propre avis et d'avoir ainsi sa propre interprétation. C'est d'ailleurs amusant de voir que selon les pays, on n'interprète pas les images de la même manière. Et là, vous allez me parler de médiation. Encore, hein, alors que pas du tout. Mais du coup... je ne l'ai pas prévu, celle-ci. Parce qu'on a du coup, vous n'avez pas la médiation parce qu'on a l'école du Louvre. C'est pour ça que je parlais. Mais ce qui est beau, et peut-être le rêve de chaque médiateur, c'est que celui qui fait la médiation, c'est directement le public, qui pose des commentaires, et ensuite, grâce au classement des commentaires via le nombre de likes, remonte ou non, permettant ainsi d'être le reflet de la pensée des internautes. Ce qui est bien, c'est que cette médiation est tellement intégrée dans la plateforme, te permet souvent de perdre plus de temps à lire les commentaires que de voir les images elles-mêmes. Une autre question. Combien de questions ? Ça, il me reste plus trop. Une question revient très souvent quand je parle de ces sujets-là. Est-ce que les mèmes sont de l'art ? Ma réponse très simple, c'est oui. C'est de l'art. Ma réponse un peu plus compliquée, c'est celle-ci, du coup. J'ai bien fait les choses. Les mèmes sont comme toutes les autres formes d'art. Il y a des tendances et des modes qui vont et viennent. Les mèmes font partie d'une culture qui devrait être célébrée et documentée comme n'importe quelle autre époque. Ils réagissent aux changements sociaux, à l'injustice et mettent en valeur le meilleur de l'humour.
À une époque où les likes, reblogs et favoris déterminent ce qui est vieux et ce qui ne l'est pas, tous les produits culturels, que ce soit les films, la musique, l'écriture et les arts visuels, existent dans une économie d'attention. Au lieu d'un regard critique, la mesure la plus évidente du succès d'une œuvre aujourd'hui est le nombre de personnes qu'elle attire et la vitesse à laquelle elle se propage sur Internet. Et les mêmes sont du coup les rois de cette catégorie artistique. Certaines personnes qui ont un peu rétrograde, on va dire comme ça, voient dans l'art contemporain ou même dans l'art digital, on va pas se mentir, uniquement un marché, et que décorrélés de ces enjeux ont du mal à voir la vraie qualité artistique d'une pièce. Le fait que ces œuvres numériques ne fassent pas partie d'un marché donne une certaine pureté qu'on trouve dans très peu de milieux artistiques finalement. Une chose a vraiment changé en tout cas, c'est le statut de l'artiste. Tout le monde est artiste, mais la dernière chose qui reste, c'est la légende, donc du coup la caption. On peut donc dire que la signature de l'artiste est la caption. C'est un peu compliqué. Vous avez compris ou pas? Voilà, c'est bon. On peut donc... Ouais, je l'ai déjà dit en fait. Ce qui est amusant, c'est que les créateurs de mèmes ne sont bien évidemment pas dans des studios d'artistes, mais pour la plupart, les mèmes sont réalisés par des internautes lambda, grâce à leur téléphone portable, dans les transports, leur canapé ou même aux toilettes tout simplement. Les mèmes offrent une plateforme de production hautement accessible et interactive, qui est prête à être contestée et dissidente. Comme nous l'avons déjà dit pour les créateurs, c'est une expression des sentiments plus directs et plus vifs que tu réalises dans l'instant. Et c'est pour ça que le rapport d'identification est si fort. J'espère quelque chose en 2018, c'est que les gens qui fassent des mèmes soient un peu plus, pas uniquement des fabricants de mèmes, mais qu'ils soient plus considérés comme une sorte de nouvelle vague d'artistes. À un moment, peut-être ça passera. On verra. Les mèmes sont... Ouais, ça c'est drôle. Ouais, c'est pas bien. Elle aurait dû aller sur Alibaba. Les mèmes sont aussi une formidable source de démocratisation de l'art et permet de donner un nouveau sens, plus neuf, avec nos références, même si, pour vous, je peux le comprendre, c'est une trahison. Mais je pense que j'écris des choses sur vous et qui ne sont pas vraiment justes, en fait. Je pensais que j'allais avoir des esclandres et tout. Pas du tout. C'est aussi des nouvelles interprétations des œuvres qui... Non, c'est pas logique cette phrase. L'art provoque le désir de ressentir, de comprendre une œuvre. Et pourtant, beaucoup d'entre nous, confrontés à un Van Gogh, sont incapables de définir ce que cette toile encadrée nous fait, que ce soit par un manque de compréhension ou simplement par un manque de vocabulaire. Quand on place Drake et Van Gogh côte à côte, et qu'on voit toutes ces similarités, notre vision de l'histoire de l'art influe. Quand la page classique Art Meme reprend des œuvres cultes et ajoute des captions par rapport à notre vie moderne, on donne une autre perception de l'art. On donne des clés pour comprendre les choses à sa manière et pas uniquement comme dans les livres. Mais c'est ça la force de l'art, c'est de transmettre une émotion. En dépit d'être l'une des formes les plus brèves de communication, un mème a une grande capacité, à la fois pour l'impact émotionnel et l'accessibilité. En associant des images d'art à d'autres formes virales de communication, qu'il s'agisse de mèmes visuels ou textuels, on nous donne la liberté de mieux comprendre des œuvres dans un contexte qui se situe dans notre paysage contemporain et permet de casser les barrières de l'élitisme qui sont trop souvent inhérents à l'art. J'aimerais finir cette conférence, parce que du coup, il faut que je finisse, en parlant des mèmes politiques, qui sont souvent la seule manière dont nous présentons les mèmes dans les médias. Ils sont récemment montés du doigt à cause de leur utilisation massive lors des dernières élections, que ce soit aux États-Unis avec Bernie Sanders. Il court vite. Il n'a pas réussi quand même, mais il court vite. Il a réussi à avoir son train, mais il n'a pas réussi à être président. Bernie Sanders, qu'il a lui utilisé pour se faire connaître à défaut de ne pas avoir les grands networks américains. Puis par Donald Trump, qu'il a utilisé lui pour faire diversion sur beaucoup de sujets. On peut encore prendre
On peut encore prendre... qu'est-ce qu'on peut prendre ? La Russie. Et ouais, parce que la Russie, c'est assez intéressant. Qu'ils aient utilisé pour faire des interférences avec la campagne américaine. Ça, du coup, c'est ce qu'on voit là, le Aziz Ansari. Il y a des gens dans la salle qui connaissent Aziz Ansari. Du coup, il a une série, c'est un acteur, c'est quelqu'un de très gentil, un peu qui est vraiment du côté d'Hillary Clinton. Et en fait, la Russie a utilisé son image en targetant du coup les électeurs d'Hillary Clinton, pour dire que tu pouvais voter directement en envoyant un tweet pour dire que tu allais voter pour Clinton, et donc du coup ne pas comptabiliser ainsi les voix des électeurs d'Hillary Clinton. Ce qui est assez fascinant. Donc, du coup, il y avait vraiment ça sur le jour des élections sur Internet, et la Russie a poussé le plus possible. Mais aussi, tout simplement, les mêmes politiques, il y en a tout simplement en France. Donc, du coup, avec Macron. Et c'est notre projet de... Fillon, hein. Et bien sûr, le Mélenchon que tout le monde connaît. Le fait d'avoir des mèmes dans la sphère politique a montré des choses extrêmement importantes et qui illustrent les mèmes à travers nos réseaux. Déjà, avec toute la bonne volonté que peuvent avoir certains politiques de se défaire d'une image et de contrôler tout ce qu'il se passe dans les médias, ils n'ont pas réussi à contrôler ces milliers d'envois. Ils n'ont pas réussi à trouver les sources pour arrêter cette forme de désobéissance. Finalement, les voix des internautes avaient plus d'importance que celles des candidats. Ce qui a valu aux politiques l'envie de remodeler l'espace démocratique, non pas en s'attaquant aux internautes, mais aux plateformes directement, qui ont par exemple aux États-Unis, sur l'affaire des liens avec la Russie, dû témoigner et dû s'excuser au Congrès, alors que le problème ne vient pas d'eux, mais juste une envie des internautes de s'exprimer. Même si on crée du contenu, s'il est partagé, c'est qu'il y a une envie des internautes de le faire. Les mêmes politiques sont pour la plupart une nouvelle forme de propagande. Ils ne circulent pas parce qu'ils sont vrais, mais parce qu'ils sont drôles. C'est comme nous l'avons vu précédemment, c'est se réapproprier la culture autour de nous et d'en simplifier l'essence. Ça fait partie des fonctions de notre époque. Que tous les sujets sérieux peuvent devenir viraux en un rien de temps, avec une facilité déconcertante. Un exemple que j'aime bien et qui montre surtout l'importance et le choix très ciblé du rapport des mèmes à notre époque, c'est celui-ci. Au moment des élections américaines, l'année dernière, un multimilliardaire du nom de Palmer Luckey, que personne ne doit connaître dans cette salle, qui est le fondateur de Oculus Rift, qui a du coup ensuite été racheté. Oculus Rift, c'est les lumières, là. Enfin c'est les lunettes que Zuckerberg a rachetées ensuite, pour 3 ou 4 milliards. Et donc du coup, Palmer Luckey, ce fondateur de Oculus Rift, a supporté Trump d'une manière quelque peu insolite. Au lieu de donner un fonds de campagne comme habituellement, il a décidé d'engager une dizaine de jeunes qui devaient sur 4chan et sur d'autres forums réaliser des mèmes pour soutenir Trump. Au lieu de payer une campagne d'annonce très chère à la télé, il a préféré utiliser un peu de son argent à créer une propagande anti-Hillary Clinton sur Internet, permettant ainsi aux supporters de Trump de partager ces images sur leur réseau. Loulou. Une fois l'histoire sortie, Palmer Luckey s'est défendu en disant qu'il voulait prouver que le shitposting était super puissant et que la magie des mèmes était réelle. Comme un virus, les mèmes sont exceptionnels pour franchir des barrières communes comme la langue, la race ou la classe. Ça en devient une nouvelle arme d'expression politique à la disposition des citoyens du monde entier. Comme investissement, je dirais juste ça. Quand vous critiquez Trump ou Marine Le Pen avec des mèmes d'humour, ou même quand vous critiquez n'importe quelle forme de politique, la soi-disant résistance risque aussi de normaliser des mouvements extrémistes. Les bouffonneries de Donald Trump sont devenues tellement monnaie courante que personne n'essaie de s'indigner parce que ça fait partie de son personnage. Il a compris qu'une chose, c'est qu'en jouant au plus grand bouffon, il deviendra intouchable parce qu'on ne s'attaque pas au plus faible. Du coup, j'ai besoin de faire une... Voilà, du coup, je fais une conclusion. Cette conférence, elle est très courte la conclusion, elle fait genre 3 lignes. C'est hyper dur de faire une conclusion. Une chose importante, c'est que les mèmes ne peuvent pas mourir, ils sont pratiquement immortels, ils font partie d'Internet. Je suis sûr d'une chose, c'est que dans 200 ans, on peut le parier, les robots qui contrôleront notre monde, parce que les robots contrôleront notre monde, je peux vous le dire ce soir, se pencheront sur notre siècle et notre époque en regardant la richesse culturelle d'une renaissance remarquable de l'art, de la culture, grâce aux mèmes, grâce à Internet ou grâce à vous qui les avez réalisés. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire de manière concrète.
Je peux juste faire une sorte de dernier remerciement parce qu'aujourd'hui j'ai passé une journée où j'avais beaucoup de choses à faire. J'écoutais juste Jul. Du coup, j'aimerais remercier Jul pour m'avoir permis de. Son génie musical m'a permis de tenir bon et tenir le rythme. Donc, du coup, j'aimerais remercier Jul ce soir. C'est important. Du coup, si vous avez des questions. Bah oui, merci. Je vais faire passer le micro si vous avez des questions. Moi, j'avais une question pour toi. Alors, en fait, quand on a commencé la communication sur l'événement, on a fait une affiche. C'est Martin qui a fait l'affiche, qui était en soi très jolie. Et tu m'as dit, je suis pas, c'est pas tellement mon truc, la culture du troll. Alors qu'en soi, il y a quand même beaucoup de mèmes qui sont faits avec la culture du troll, avec ses têtes très reconnaissables et tout ça. Et je voulais te demander pourquoi c'était pas ton truc. C'était plus la troll face qui est du coup sur l'affiche qui me dérangeait parce que, enfin, ça me dérangeait pas forcément, mais c'est très typé années 90, 4chan et tout ça, et qui est pas forcément l'esthétique. Enfin, j'essaie d'apporter quelque chose d'un peu nouveau. D'accord, donc c'est pas une opinion que tu as sur l'ensemble de la culture visuelle qu'il y a autour. Non, non, non. Bah, moi, je suis même assez pour qu'il y ait... Enfin, par exemple, je suis assez pour, je sais pas, comme des forums en France qu'on n'aime pas, par exemple, jeuxvideo.com et le forum 1825 qui sont des trucs où tout le monde a peur. À partir du moment... Mais je pense que je suis assez pour de ça parce que je pense que c'est la seule forme de liberté sur Internet en France actuellement. Donc, je suis assez pour. Salut, alors moi j'ai une petite question sur les art memes et je voulais savoir comment tu considères les pages de art memes. Est-ce que ça aide à faire connaître des œuvres d'art, ou bien est-ce que c'est des cultures complètement indépendantes et les mèmes s'inspirent simplement de l'art dit traditionnel? Le classique art meme, qu'est-ce que le art meme ou ce genre de choses? C'est ça. J'en ai un peu parlé. Oui, mais tu en as parlé dans le sens où ça s'appropriait, mais est-ce que ça peut être un outil de démocratisation? Est-ce que tu penses qu'un musée devrait utiliser des mèmes pour promouvoir ses œuvres, par exemple? Je pense que oui. Enfin, en fait, ça devrait pas être. En fait, je pense que la chose la plus importante, c'est de laisser les gens faire. Donc, c'est pas un musée qui doit donner. Enfin, c'est pas un musée qui doit dire genre venez détourner la Joconde, ça n'aurait aucun sens. En fait, c'est le côté spontané qui marche. Donc, la démocratisation peut se faire par plein de choses et plein de choses différentes. Mais je suis pas sûr qu'un musée ait besoin d'arriver. Le Tate avait fait quelques essais comme ça où ils avaient demandé à des artistes de s'approprier des œuvres du Tate. C'était assez joli, mais en soi, il y a pas forcément. Je pense que quand on réduit un peu trop la chose, ça dénature un peu en fait le côté spontané. Je crois. Non, t'as une question? Bonjour. Bonjour. Alors, j'aime bien l'idée de Museum of Internet, que ça constitue un peu une espèce de base de données, justement, si on veut référencer tous les mèmes, etc. Et je suis assez d'accord que c'est une forme d'art, mais est-ce que est-ce que tu penses pas que genre, le fait qu'il n'y ait pas de signature d'artiste et qu'il n'y ait pas de... Parce que justement, dans cette espèce de culture de l'attention, le fait que ce ne soit pas signé et qu'on ne puisse pas retrouver qui l'a fait originellement, il y a toujours cette espèce de flou, et c'est ça qui est à la fois très drôle, mais c'est aussi peut-être ça qui empêche l'émergence des mèmes comme un art. Enfin, moi, perso, j'aime bien le côté un peu chaotique de tout ça, que tout le monde peut participer, mais d'un autre côté, si ce qui t'intéresse dans Museum Internet, c'est que ça peut constituer justement un vrai musée d'art, il y a peut-être un problème qu'il n'y ait pas de reconnaissance des artistes. La reconnaissance d'artiste, c'est très compliqué, ouais. C'est un sujet. À chaque fois qu'on me pose la question, c'est un truc. Enfin, je suis assez d'accord, mais en même temps, c'est genre la manière dont Internet fonctionne, c'est cette possibilité de pouvoir propager les choses. C'est pas quelque chose de fixe. On va pas regarder un tableau, on va regarder des milliers de tableaux. Et la signature de quelque chose, ça pourrait aussi dénaturer la chose. Enfin, je sais que j'aurais commencé Museum of Internet en créditant par exemple les artistes, ça n'aurait pas eu du tout la même portée parce que les gens auraient directement vu ça comme de l'art. Et c'est justement cette idée où ça s'appelle Museum of Internet, mais en même temps il n'y a rien qui permet de montrer que ça en est. Enfin, c'est toi qui te fais ta propre interprétation. Mais je sais que j'aurais mis le nom des artistes, il n'y aurait pas eu ce succès là. Et du coup, genre, en parallèle, est-ce que tu n'as pas peur qu'un jour tu te fasses tacler par une loi sur les droits d'auteur en mode c'est moi qui ai fait ça, je sais pas, c'est à moi? Elle arrivera dans 15 ans quand tout le monde sera quand tout aura été déjà pillé, donc mais je suis pas sûr que ça me fait pas peur, enfin on s'en fout.
Ils peuvent m'attaquer. Enfin, je leur dirais ok, je supprime. Enfin, je viendrai pas vous parler ici, c'est tout quoi. En soi, qu'est-ce que ça me changera? Pas grand-chose. Ça me fera gagner 15 minutes dans ma vie quoi. Il y a pire. Il y a mieux. Il y a pire. Il y a mieux. Bonjour. Bonjour. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, je connaissais Museum of Internet et je passe beaucoup de temps sur 9gag. J'ai l'impression que finalement, c'est parce que c'est pas signé que ça marche. C'est parce que tu peux te le réapproprier, le reposter, qu'on s'en fiche de qui l'a fait. C'est drôle et c'est pour ça que ça marche en fait. C'est ça. C'est parce que tu rigoles et les personnes qui postent des mèmes, on cherche pas de reconnaissance finalement. Mais comment est-ce que tu voudrais que ça aboutisse? Ouais. Parce que peut-être que, peut-être, comment dire, diffuser à 10 personnes qui vont garder l'origine, la signature, ou qui vont savoir qui l'a fait. Une fois que c'est diffusé à genre 10 000, 100 000 personnes, il y a toujours un moment, c'est comme les créations sur YouTube, c'est toujours repris par d'autres chaînes, etc. Il y a un moment où tu perds l'origine du truc parce que, il y a un moment où si ça se diffuse à 100 000 personnes, je suis d'accord avec toi que ça pose problème. Et du coup, ma question, c'était aussi que tu parles de gens qui... J'avais une question, en fait. Tu parlais tout à l'heure du Distracted Boyfriend. Et au final, il y a aussi le côté dans les mèmes où tu as un mème qui en remplace un autre. Par exemple, le premier que tu as montré, Drake, c'était un peu genre l'ancien Distracted Boyfriend. Un peu, ouais. C'est un peu dire la même chose, essayer de dire la même chose, mais toujours avec un visuel différent. Alors que les deux ont le même message et peuvent être utilisés pour dire les mêmes choses. Ouais, parce qu'en soi, genre, le message il change en fonction. Enfin, c'est par rapport à ce que les gens veulent entendre dire, quoi. Et du coup, mais après, c'est comme tout. Enfin, dans l'art, il y a toujours des écoles, quoi qu'il arrive. Donc, du coup, tu t'abuses de ça, et au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol et tout le monde arrête. Ouais, c'est un nouveau langage qui remplace l'ancien, en fait. Ouais. Mais il y a pas de. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Je pense qu'il y a une règle, c'est qu'à partir du moment où le mème devient genre uniquement méta pendant genre une semaine, ça veut dire qu'il est fini. Parce que ça a fatigué tout le monde. Ça a fatigué tout le monde. Ouais. Et parfois il ressort parfois, 2 ans après. Et c'est ça, ouais. Et il il y a un revient. peu la nostalgie de ce que ça a été. C'est ça, ouais. Exactement. Yo, j'avais une question en tant que quelqu'un. Tu travailles dans la stratégie digitale. Or, force est de constater que la plupart des musées aujourd'hui ou des institutions utilisent peu de mèmes pour communiquer. Alors que quand on va en peinture française au Louvre, on retrouve à peu près la moitié des pages des postes classical art mèmes. Et quel est ton avis sur ça? Est-ce que le mème, qui est quand même quelque chose d'assez informel, peut devenir formel et passer dans des pages de communication comme des institutions comme le Louvre, le Tate, le British, qui regorgent de choses dans leur collection qui font le plaisir de classical art mème? Je crois pas. Enfin, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, mais il y a aussi une vraie question de droit d'auteur pour le coup, qui est beaucoup plus forte dans un musée qui peut. Enfin, moi, dans les expériences que j'ai pu de travail avec un musée ou des musées ou des lieux culturels, c'est souvent ça. Ils ont très peur de montrer l'image de manière différente que celle qu'on l'a donnée. Enfin, toi, par exemple, tu fais une affiche d'un photographe ou quelque chose comme ça, tu utilises une photo, tu es obligé que ce soit dans les codes de la photo. Et donc, du coup, ils ont toujours cette peur de contrarier l'artiste, de contrarier leur curateur, leur conservateur. Et je pense qu'il y a toujours... Enfin, c'est vraiment une peur, mais je pense que ça changera à un moment. J'espère. Oui, je pense que ce sera trop tard, mais ils le feront. Ils seront obligés de le faire. Quel est ton mème préféré pour un mème? Je pense que c'est vraiment tout ce qui concerne Drake. Parce que Drake a vraiment... Je pense que... Enfin, il est hyper intéressant à analyser niveau Internet. C'est que je pense que c'est le premier rappeur qui a compris ce qu'était Internet. Déjà, et c'est hyper important. Il a compris déjà qu'il pourrait pas jouer le thug toute sa vie parce qu'il a quand même fait une série au début de sa vie qui s'appelait Degrassi où il jouait quand même un handicapé qui s'est fait tirer dans une scène genre pathétique. Et quand il est devenu pote avec Lil Wayne et tout ça, il a compris qu'il fallait qu'il change un peu ça. Et je pense qu'il a très vite genre compris les codes d'internet et il a toujours donné libre accès aux gens de pouvoir se moquer de lui. Hotline Bling est genre un exemple parfait de comment créer un mème et comment donner l'espace aux gens de créer quelque chose. Et ouais, non, ça n'aurait pas été Distracted Boyfriend, ça aurait été Hotline Bling que j'aurais un peu disséqué. Et qui est presque même plus intéressant parce que c'est à la fois de la communication sur un personnage, sur quelqu'un, et tout est extrêmement réfléchi. Ouais. Et pourquoi, selon toi, ça concerne principalement les rappeurs et pas
des chanteurs de pop, variété ou autre. Enfin, personne. Il y a très peu de mèmes, par exemple, autour de Vianney ou ce genre de choses. Bah après, c'est aussi, enfin, je pense que c'est aussi ce que tu veux partager, quoi. Est-ce que tu as envie de partager une image de Vianney? Pas forcément. Voilà. Et après après le rap est genre, c'est la nouvelle pop en soi, donc c'est pour ça aussi que ça fait partie d'Internet comme les mêmes le sont. Et je pense qu'ils ont grandi avec Internet et que sans ça, il y aurait pas eu de. Enfin, c'est un truc assez similaire. Et j'espère qu'il y aura jamais de même de Vianney, quoi. Ce serait hyper angoissant. Tout à l'heure, tu parlais de l'intemporalité comme critère de sélection des pages des mèmes que tu publies sur ta page. Ouais. Mais plus largement, tu définirais comment la ligne éditoriale de Museum of Internet? Parce qu'il y a clairement un truc qui se dégage un peu abstrait de ça quand on voit toutes les images ensemble. Ouais. Et il y a clairement une grosse sélection qui est faite sur tout le contenu qu'on trouve, quoi. Ouais. Mais, est-ce que c'est un truc instinctif ou est-ce qu'il y a vraiment une espèce de critère à remplir Maintenant, c'est devenu très instinctif. Je pense qu'il a toujours un peu été. Je pense que c'est ce qui m'amuse au principal, ce que je pense peut être intéressant. Enfin, et il y a même plus, genre, je pense même plus Enfin, quand je poste une image, je me dis pas genre, oh là là, elle va faire 100 000, enfin, elle va être vue par 100 000 personnes et tout. Je me dis juste, genre, en fait, non. Il faut que ça soit spontané et que tu prennes quelque chose qui t'intéresse et qui te. C'est vrai, parfois on voit des images qu'on n'a absolument jamais vues et parfois il y a des images qui étaient la veille sur la front page de Reddit. Donc, Ouais. j'imagine que c'est vraiment que des trucs qui. C'est ça. qui Enfin, font rire, c'est pas du tout. Un truc de snobisme ou de rareté. Non. Même si, en fait, si ça m'amuse et je me dis que ça peut amuser n'importe qui. Et en soi, comme j'ai dit, je crois que Museum of Internet, il y a plus de genre 200 pays qui like la page. Le premier pays, c'est Mexico. Enfin, c'est le Mexique. Après, c'est les États-Unis. Après, c'est l'Angleterre. Après, c'est la France. Donc, même si je vois quelque chose en France, enfin, tu vois, ça touche qu'une infime partie, en fait, finalement. Donc, et c'est peut-être ça qui fait aussi succès, c'est que c'est un truc un peu global où il n'y a pas forcément de. Enfin, où je suis pas forcément amené à aller vers une forme dominante. Enfin, par exemple, ça serait une page américaine. Les pages américaines, c'est genre uniquement des trucs hyper pro-américains, un peu trop violents. Enfin, dès qu'il y a un truc genre Thanksgiving et tout ça, ils font genre 15 000 posts, alors que moi, j'y pense pas, quoi, tu vois. Et je le mettrai pas parce que ça m'amuse pas, parce que je suis pas, ça me touche pas. Et tu vois, je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui fait le succès, c'est que c'est une page peut-être un peu plus internationale que les autres. Je me dis. Et du coup, pour continuer cette idée-là un petit peu, si demain il devait y avoir une exposition physique des mèmes, sachant que du coup le choix de ton post même sur Museum of Internet, etc., ne se fait pas forcément par le nombre de likes ou etc., tu les choisirais comment? Ouais, je pense que je ferais pas des expositions physiques déjà. Ou si j'en ferais une, je ferais un truc très. Enfin, j'ai déjà pensé et on m'a déjà demandé ce que je pensais sur des points genre très clés et tout ça. Mais je pense que ce serait avant tout quelque chose de très didactique pour essayer de comprendre finalement d'où viennent, d'où ça vient. Justement, plus retracer les histoires d'un même. Hein? Un peu comme là, ouais. Merci. Merci. Non, mais oui, ça serait un truc plus essayer de faire comprendre ce que c'est, et que c'est une culture globale et que c'est pas uniquement juste des trucs pour s'amuser. Et que, c'est vrai, je pense que ça fait partie de chacun de nous de taguer quelqu'un ça fait vraiment partie de nous et je trouve ça dingue que personne ne s'y intéresse de manière différente que ça, quoi. Pour reprendre un peu la question que tu as posée, en fait, tout passe par ton prisme. Et tu n'as jamais voulu déléguer. Est-ce que tu seras en mesure un jour de le faire et est-ce que tu penses que ça aurait le même succès? Il y a une personne qui est avec moi. Oui, mais voilà. Que tu connais. Ouais. Tu aurais pu depuis. Au début, j'avais beaucoup de. Enfin, au début, j'avais, on va dire, j'avais mis genre 5 ou 6 potes que je pensais qu'ils avaient une esthétique intéressante, qui publiaient, mais sauf qu'ils avaient la flemme de publier, ils ne trouvaient pas le temps. Je pense que je pourrais pas. Enfin, je pourrais pas dire à quelqu'un genre vas-y fais-le. Enfin, ouais, ce serait hyper compliqué. Enfin, c'est une esthétique, quoi. Donc, et même quand on m'envoie beaucoup de choses, par exemple, il y a peu de choses que je récupère. Oui, du coup, en fait, t'es le curateur de ta page et de ce musée. C'est ça. Tu parlais de cycle tout à l'heure. Est-ce que ça existe, la fin des mèmes, la fin de muséum? Et qu'est-ce que ce sera après?
Merci. T'as le droit de dire Joule. Joule, ouais. Qu'est-ce qu'il y aura sur les réseaux? Je pense que le mème a encore beaucoup de temps enfin, on va arriver sur nos réseaux. Enfin, on va arriver vers une communication qui va être de plus en plus visuelle. On aspire vraiment de plus en plus à ça, que ce soit par Snapchat ou par des applications comme ça, où finalement on communique en images, on communique plus vraiment en texte. Donc je pense que ça prend une importance et que ça va être modifié au fur et à mesure. Et que peut-être ça va être plus compris. Ouais. Ah, tête dans Joule, hein, c'est fou. Ouais. Genre dès qu'il y a Joule sur le truc, tu regardes. Est-ce que ça va être la conclusion ou pas, Joule? Bon, ça serait bien. Je serais content. On peut en faire plein. On peut faire plein de conclusions sur Joule. Alors, je sais pas si c'est vraiment une question, mais tout à l'heure, tu parlais du fait que le mème, ça devient vraiment un outil de communication et qu'on choisit ses mèmes en fonction de ses amis ou de ses cercles d'amis. Mais j'ai l'impression, alors peut-être que je suis le seul à faire ça, mais je pense pas, mais que même on crée des mèmes juste pour soit des amis, soit des cercles d'amis. Et du coup, c'est des mèmes qui n'ont pas un but à être viral, parce qu'ils sont juste faits pour... Ouais. Et du coup, est-ce que ça reste des mèmes ou est-ce que c'est juste... ouais. Parce qu'en soi, c'est une image qui c'est par rapport à une communauté. En soi, les mèmes, c'est par rapport à une communauté, donc ça peut être 2 personnes, ça fait une communauté en soi. Donc même si elle peut être virale dans ton cercle, et elle peut être comprise que par toi. Et cette idée, Museum of Internet, c'est un cas un peu à part, parce que, je sais pas, je crois qu'on touche, chaque semaine, on touche 10 millions de personnes sur Facebook. Donc c'est un chiffre qu'on ne peut pas comprendre. Et ouais, je pense que ouais, totalement. Et je pense que même, le futur des mèmes, c'est ça, je pense. Étienne. Ça remplace un peu même les délires, par exemple, tu peux avoir avec des amis que tu spams après en boucle. C'est ça. Le whiz, quoi. Ouais. Est-ce que le futur des mèmes, c'est le whiz? Ok, bah merci. Je vous invite à tous venir manger du 4 quarts et tout ça. The download speed was killing me. Please tell me you updated to 802.11n. Okay, cool. Thank you. Security's gonna let you out. Bye.